Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Abby Garver et j'aimerais vous accueillir à notre interview spéciale aujourd'hui pour promouvoir l'événement virtuel la semaine prochaine, LSU's Got French Talent, organisé par le Cercle français de l'Université d'État de Louisiane. Je suis une contributrice à ce projet financé et soutenu par les services culturels de l'ambassade de France. Avant d'introduire notre invité estimé, j'aimerais saluer les efforts et le superbe travail de la présidente du Cercle français, Miranda Alvarez. En plus d'être une artiste et chanteuse extraordinairement douée, elle est une étudiante qui se spécialise en 3 domaines et sans elle, le projet LSU's Got French Talent ne pourrait pas exister. Sans plus attendre, c'est mon honneur distinct de présenter notre invité, le Consul général de France en Louisiane du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur le Consul Vincent Siama. Avant de prendre sa fonction en tant que Consul général en 2017, Monsieur Siama a travaillé à Paris, Genève et à Singapour, et l'un de ses entrées principaux, c'est le développement de la francophonie. Puisque le projet LSU's Got French Talent examine le lien entre les arts et la francophonie, il était seulement naturel de chercher la perspective d'une personne dont la passion et le travail sont de promouvoir le français et la francophonie en Louisiane. Monsieur Siama, merci de nous rejoindre et bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Merci. Et bravo pour votre projet qui est très intéressant et qui est vraiment au cœur de notre mission ici au consulat de France à la Nouvelle-Orléans. Super. On peut commencer alors. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une ambassade de France et 10 consulats de France aux États-Unis. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre le rôle et les effets des consulats par rapport au rôle de l'ambassade? D'accord. Oui, effectivement, il y a 10 consulats généraux de France aux États-Unis, donc rapidement New York, Boston, Washington, près de l'ambassade, Miami, dans le sud, Atlanta, la Nouvelle-Orléans, Houston, San Francisco, Los Angeles, Chicago. Vous voyez, on est un peu répartis un peu sur tout le territoire. Le consulat qui a le plus d'États, c'est Chicago, qui est celui de tout le Midwest. Et le consulat de France à la Nouvelle-Orléans est le plus ancien, puisque dès la vente de la Louisiane en 1803, les autorités françaises ont dépêché un diplomate, M. Deforgues à l'époque, pour s'occuper principalement à l'époque des relations commerciales entre la France et les États-Unis, et cette partie sud des États-Unis. Donc, un consulat général, qu'est-ce que c'est un bureau de l'ambassade. Donc, on fait partie de l'ambassade. C'est un bureau qui est en province, dans un État, donc dans une région ici des États-Unis, avec des missions assez précises et différenciées. Une ambassade s'occupe des relations avec les gouvernements où ils sont accrédités. Donc, à Washington, ils s'occupent des relations avec l'administration fédérale, donc les différents ministères, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des programmes qui sont déclinés dans tous les territoires de l'État de résidence. Donc, un consulat, c'est un bureau de l'ambassade qui met en place, qui applique la politique qui a été décidée par le gouvernement français dans l'État où elle a été accueillie, donc ici, c'est aux États-Unis. Concrètement, on a à peu près 3, pour vous parler de ce qu'on fait à la Nouvelle-Orléans en tout cas, on a 3 missions principales. La première, évidemment, c'est comme tous les consulats dans le monde, qu'ils soient américains ou français ou allemands, on s'occupe de notre communauté. Donc la communauté française, en Louisiane, on a à peu près 1000 personnes que l'on connaît, qui sont enregistrées auprès du consulat et dont on a les informations. On estime qu'il y a à peu près le double de personnes qui vivent en Louisiane, à peu près 2000 personnes. Donc évidemment, notre priorité, c'est leur sécurité. Alors, sécurité pendant le Covid, mais la sécurité aussi pendant la saison des ouragans, par exemple, chaque année, avec une petite poussée de stress. Ça, c'est très important. La deuxième mission en Louisiane, elle est principalement éducative. Vous parlez de la francophonie. Évidemment, on a beaucoup de programmes d'immersion en Louisiane. La Louisiane est certainement l'État aux États-Unis qui a le plus de programmes d'immersion en français, à peu près 39 aujourd'hui. Ça fait à peu près 6000 élèves dans les écoles primaires
élémentaire. Et ça, c'est exceptionnel. Et donc, la France envoie des enseignants français en Louisiane. Et la responsabilité du consul général et de l'équipe, c'est de s'assurer que ça se passe bien pour eux. Et donc ça, c'est notre mission. Et puis, on a toute une mission aussi de rayonnement et de défense de nos intérêts, alors de différentes façons. Il n'y a pas que la langue, il y a aussi la culture française, mais il y a aussi les relations économiques, il y a aussi la défense de nos valeurs. On est des alliés, les plus anciens alliés avec les États-Unis, la France, évidemment, mais on n'est pas d'accord toujours sur tout au même moment. Il y a quelques temps, on était un peu en désaccord sur le changement climatique, par exemple. Là, on est un peu plus d'accord. Un autre exemple, ça peut être sur la peine de mort. Un autre exemple, ça peut être sur la laïcité, une notion très française qui a un peu de mal parfois à percer aux États-Unis. Donc ça, c'est notre rôle aussi d'expliquer nos valeurs, sur on croit. Et puis une autre dimension qui est de plus en plus importante, je pense, c'est tout ce qui est la dimension européenne. Suite au Brexit, il y a eu beaucoup de questions sur le fonctionnement de l'Union européenne et où va l'Europe. Et ça, c'est aussi une fonction importante des consulats ici. On explique un peu le rôle de l'Union européenne, sachant que l'an prochain, la France sera la présidente du Conseil européen. Voilà à peu près nos missions. Communauté française, ici francophonie, culture, défense de nos valeurs. D'accord, merci. Suite à l'explication que vous venez de nous donner de votre mission consulaire, quel était un jour typique pour vous avant de l'arrivée de COVID-19 et un jour typique maintenant pendant la pandémie ou peut-être la fin de la pandémie? Alors, avant la pandémie, la journée typique n'existait pas. C'est ça qui était intéressant et passionnant, c'est qu'une journée, vous pouviez faire une visite d'école dans une petite école rurale comme Pierre Part ou Evangeline en Louisiane. Le lendemain, vous pouviez avoir un entretien avec un journaliste ou un prof d'université qui vous explique un peu les enjeux politiques. On a fait beaucoup pendant l'élection américaine, évidemment. Une autre journée, on pouvait rencontrer avec l'équipe un directeur de musée pour essayer d'avoir des stagiaires français qui viennent en Louisiane, par exemple, ou envoyer des Louisianais en France. Ça, c'est vraiment c'est ce qu'on fait au quotidien. Depuis un an, évidemment, on fait beaucoup de Covid, beaucoup trop, à mon avis, mais c'est-à-dire que ça a un peu parasiter tout le reste, c'est-à-dire qu'on s'occupe en priorité, c'est normal, de notre communauté, de la sécurité. Et on travaille toujours sur ces enjeux culturels. On est en train de travailler à plusieurs residences, de musiciens, d'artistes français qui viendraient en Louisiane. Et au festival, tout est un peu décalé, soit à l'automne 2021, soit encore mieux au printemps 2022. Mais voilà, ça se prépare à l'avance. Une autre dimension sur laquelle on travaille chaque année, c'est tout ce qui est trait au cinéma. Et là, il y avait le French Film Festival à la Nouvelle-Orléans qui se termine hier soir. Et ça, c'est des événements importants pour nous. Donc voilà, une journée typique, il n'y en a pas vraiment. C'est très varié. En revanche, ce qui est un peu la caractéristique d'un consulat, c'est qu'on est vraiment sur le terrain. On n'est pas là, vous me voyez dans mon bureau et on fait du Zoom, mais généralement, je suis plutôt dans la voiture et sur le terrain, à rencontrer nos partenaires américains. C'est ça notre mission, en fait. C'est bâtir des projets, connaître évidemment la situation de l'État, et puis le rapporter, en informer nos autorités, que ce soit l'ambassadeur à Washington ou le ministère à Paris. Ça, c'est très important. Et puis, il y a toujours cette fascination française pour les États-Unis qui fait que même un télégramme où on décrit simplement la situation du terrain suscite toujours de l'intérêt. Donc, c'est ce qu'on attend en fait d'un consulat, c'est de rapporter de l'information aussi, des partenariats, mais de l'information. Alors, on a plein de canaux d'information. Vous avez les journaux, vous avez les personnes que l'on rencontre, les programmes que l'on met en place. Mais il n'y a pas de journée où où l'actualité soit plate. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et
pour avoir servi en ambassade avant, j'étais en ambassade, vous disiez, à Singapour et à Genève auprès d'une représentation permanente auprès des Nations Unies. C'est un travail très différent, mais qui sert les mêmes priorités. C'est-à-dire on sert notre pays et on essaye de bâtir des partenariats avec l'État dans lequel on est, quoi. D'accord. En parlant des pratiques modifiées à cause de COVID-19, même si ce n'est pas idéal et qu'il y a des problèmes techniques, bien sûr, il est indéniable que le Zoom a révolutionné la manière dont nous nous rapprochons. Et malgré le confinement et le langage général, avez-vous trouvé quelque chose de positif, comme une nouvelle pratique telle que les réunions virtuelles, que vous et le consulat aimeriez continuer dès la fin de la pandémie? Pour répondre rapidement, oui. D'abord, il n'y avait pas que Zoom avant, hein, il y avait d'autres outils, mais c'est vrai que pour des raisons de sécurité, souvent on hésitait à l'utiliser parce que ce n'est pas totalement sécurisé. Et nous, les diplomates, on aime bien dire des choses un peu secrètes ou confidentielles. Bref, on est quand même passé au Zoom parce que c'était très pratique. D'abord, ça permet de se voir. C'est mieux qu'une conf call. Et puis, surtout, ça nous permet d'avoir une influence ou un rayonnement au-delà de la ville, au-delà de l'État. Je vous donne deux exemples. L'Alliance française, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, donne des cours en ligne maintenant. Mais ils donnaient avant des cours en présence à la Nouvelle-Orléans. Maintenant, ils peuvent avoir des étudiants à Washington, en Alabama, en Louisiane ou même en Californie. Donc ça, c'est formidable. La deuxième chose, il y avait beaucoup de réunions, moi, qui se passaient ailleurs, beaucoup à Houston, parce qu'on travaille beaucoup avec Houston. Et donc, faire le déplacement à Houston, ça prend une journée, vous prenez l'avion d'aller-retour, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas très bon en bilan carbone, hein, pour l'environnement. Et puis finalement, c'est une course, alors qu'on peut le faire par Zoom, c'est aussi bien. Et je pense que ça va rester. Donc ça, ce genre de choses, ça va rester. Une autre dimension, c'est tout ce qui est les RH, tout ce qui est ressources humaines. On a fait beaucoup de réunions de service pendant le Covid par Zoom, parce qu'on ne pouvait pas être nombreux dans une pièce, mais ça nous permet de garder le lien. Même chose avec la capitale à Paris. Alors, il y a un petit décalage horaire, évidemment, il y a 7 heures de décalage, mais ça, c'est très, très utile d'avoir un échange comme ça. Et puis voilà, ça me permet aussi de vous parler aujourd'hui et à nos invités de façon naturelle. Alors, évidemment, c'est via un écran, mais c'est assez fluide. Donc, je pense que tout ça, ça va rester. Est-ce qu'on va tout faire par Zoom? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en présence. D'abord, ce n'est pas la même relation, hein, dans une pièce à échanger avec quelqu'un. Et puis au consulat, en tout cas à la Nouvelle-Orléans, on faisait beaucoup d'événements. Quand on a célébré les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, on a fait à peu près 40 réceptions sur l'année, avec beaucoup de publics différents. Et ça, on aimait bien. Des gens qui étaient connectés à la France, d'autres qui ne connaissaient pas trop la France. Et ça, on veut reprendre ça parce que le Zoom, vous le voyez, c'est un peu difficile aussi d'attirer les gens vers le Zoom. Alors que quand vous êtes invité à une réception, que ce soit chez vous ou à l'ambassade, ça attire un peu plus. C'est un peu plus formel, c'est un peu plus sérieux. Enfin, c'est pas un peu plus sérieux, mais c'est un peu plus formel. Le cadre est plus formel. Du coup, on s'engage un peu plus. Et le Zoom, on dit, bon, je vais venir. Finalement, j'ai autre chose à faire. Je ne viens pas ou je viens 10 minutes. Voilà, donc c'est ça le risque. Il faut garder du Zoom parce que c'est utile, mais il ne faut pas faire tout par Zoom. Alors, vous avez déjà touché sur le sujet, mais vous êtes le consul général en Louisiane. Contrairement aux autres consuls généraux de France en Amérique, votre compétence territoriale n'est que la Louisiane. Pour donner à nos spectateurs un peu de perspective, le consulat de Chicago sert 13 États. J'aimerais préciser, est-ce que c'est Louisiane et le français ou y a-t-il Oui, je une pense autre que c'est raison? ça la raison principale. L'autre raison, c'est que finalement, c'est un petit consulat ici. On n'a pas des moyens extraordinaires, mais on est très motivés. Et puis, je pense qu'on est très heureux en fait d'avoir simplement la Louisiane.
Pour un Français, la Louisiane, c'est mythique, hein, c'est quelque chose qui fascine. Parce qu'on pense tous que tout le monde parle français en Louisiane, que vous avez la Nouvelle-Orléans, que les gens parlent français. Euh, mais à l'échelle, je sais qu'à l'échelle des États-Unis, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de la France, c'est beaucoup. La distance déjà entre La Fourche, par exemple, tout au sud de la Louisiane, jusqu'à Monroe ou Shreveport, bon, où vous avez la Lake Charles à l'ouest, c'est quand même 7 heures de route. 7 heures de route en France, vous êtes dans un autre pays. Voilà, vous êtes en Italie, en Belgique, en Espagne. Donc, si vous disiez à un diplomate français ou un fonctionnaire français, vous êtes à Lyon, mais vous allez couvrir l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les gens diraient, mais ça ne va pas. Donc, on est très heureux de ça. Sachez aussi qu'il y a eu des débats il y a quelques années sur le fait est-ce que la Louisiane, le consulat de France à la Nouvelle-Orléans, devrait couvrir, par exemple, le Mississippi ou l'Alabama. C'est des débats qui arrivent de façon récurrente. Moi, je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre entre nos missions et notre territoire. Et la raison principale, elle est effectivement les relations très anciennes, très profondes et très denses que la France a avec la Louisiane. Donc, je pense que ça va rester comme ça, Ali, et nous, ça nous convient tout à fait. Après, Chicago, évidemment, ils ont 13 États. Alors, c'est passionnant aussi. Hein, mon collègue a une extraordinaire connaissance de la société américaine en couvrant 13 États. Je pense que le défi, quand même, c'est de connaître chaque État et chaque problématique. Sur des distances pareilles, c'est compliqué, encore plus compliqué avec le Covid. Moi, j'ai plutôt la chance de connaître assez bien maintenant, en tout cas, les villes de Louisiane. Vous savez, quand je suis arrivé, j'avais dit que je voudrais visiter toutes les écoles où on parle français en Louisiane. Pas simplement les écoles d'immersion, mais les écoles privées aussi, où il y a un programme de français. Bon, avec le Covid, ça s'est un peu arrêté, mais je crois qu'il doit m'en rester 7 ou 8 écoles simplement. Donc, j'ai à peu près couvert tout ce que je voulais faire là-dessus et j'en suis très heureux. D'accord. Votre profil de Twitter dit que votre concentration est sur l'éducation, la francophonie et la culture. Je vais revenir sur les thèmes de la francophonie et de la culture, mais pourriez-vous nous expliquer comment vous soutenez l'éducation en Louisiane? Alors, une réponse assez simple, c'est on vient de signer le renouvellement des accords franco-louisianais, les accords codophiles, qui permettent de faire venir les enseignants français en Louisiane pour des périodes généralement entre 1 an et 3 ans. Voilà, ça c'est un exemple concret d'un programme qui marche avec des enfants qui parlent très bien français. Et donc ça, c'était le rôle du consulat aussi avec l'ambassade et ça a été signé par l'ambassadeur. Ça sera signé à Paris par les ministres, hein, l'éducation et ministres de l'Europe des Affaires étrangères. Ça, c'est notre rôle sur la francophonie. Une autre mission, et ce qu'on essaie de faire, je parlais des visites d'école, on y va pour beaucoup de raisons. D'abord, voir le niveau un peu des élèves et voir aussi l'implication des principaux, c'est essentiel. Mais voir aussi la demande des parents. Souvent, les parents veulent ouvrir des écoles. Et il faut voir évidemment s'il y a des ressources pour le faire. Il n'y a pas que la France, il y a aussi d'autres partenaires, dont les partenaires louisianais, évidemment. Il y a beaucoup d'enfants qui ont appris le français et leur vocation, peut-être plus tard, c'est de devenir prof de français aux États-Unis. Donc ça, il y a un programme qui s'appelle le programme Escadrille, et que nous soutenons aussi. Et puis la francophonie, c'est pas simplement ça, c'est pas simplement les écoles, c'est aussi les universités. Vous en êtes un exemple, Abby. Donc on soutient les départements de français dans les universités. On soutient aussi, et c'est assez nouveau, depuis que je suis arrivé, en fait, ça n'existait pas avant, mais il y a de plus en plus de plateformes francophones par de jeunes Louisianais, des Américains, qui ont appris le français, qui se sont pris de passion pour le français et qui essayent de faire des programmes pour donner l'occasion aux Américains de parler français. Donc, c'est notamment le cas de Télé Louisiane, qui est une plateforme audiovisuelle qui marche très bien. Il y a aussi la Creole Show, il y a d'autres journaux en ligne, il y a le Bourdon de Louisiane, il y a d'autres étudiants qui ont mis en place un journal français à Shreveport, à Centenary College, qui s'appelle Tintamarre. Tous ces programmes, on essaie de les soutenir parce que pour nous, c'est l'avenir de la francophonie. Ce n'est pas simplement les enseignants, le consulat,
c'est surtout les Américains qui veulent parler français, qui veulent faire des choses. Il y a aussi la fondation Nous, qui vient d'être établie, qui essaie de mettre en place aussi des programmes, des débats. Vous savez, notre défi, Alice, c'est qu'on a beaucoup d'enfants qui parlent très bien français, qui parlent comme des petits Françaises et des petits Français. Quand ils grandissent, le français devient une option au collège ou au lycée et disparaît pratiquement à l'université s'il n'y a pas un département de langue étrangère robuste. Donc nous, notre job, c'est d'offrir l'occasion à ces jeunes de pouvoir parler français. Et ça, ce n'est pas que le consulat qui peut le faire, c'est aussi aux autorités, c'est aussi aux entreprises de permettre aussi à ces jeunes de pouvoir parler français, de réussir en français. C'est aussi aux festivals, tous les opérateurs culturels d'inviter des artistes français ou francophones, de pouvoir entendre la langue. C'est pour ça qu'on a lancé au consulat une initiative qui s'appelait le Gombo francophone. Et l'idée, c'était de réunir un peu les opérateurs culturels pour leur dire, vous avez quelque chose en commun qui dépasse simplement l'apprentissage de la langue, mais on peut peut-être travailler à avoir une saison française ou francophone en Louisiane, des événements labellisés, ou aussi faire un prix du francophone de l'année. Alors, ça pourrait être un prix d'une organisation ou d'une personnalité qui a fait quelque chose de formidable en langue française. Ça, c'est des projets qu'on va essayer de mettre en place d'ici l'an prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment la francophonie ici en Louisiane, ce n'est pas simplement les écoles, c'est beaucoup d'autres choses. Et c'est aussi une histoire, des territoires, des personnes qui sont attachées à leur langue, que ce soit créole ou cadienne. Voilà. Là où je suis un peu, où j'essaie de briser un peu les tabous, c'est je rencontre souvent des Louisianais qui me disent je ne parle pas bien français, je fais plein de fautes, je ne suis pas à l'aise. Oui, moi je fais plein de fautes en anglais. Et alors? Même en français, je fais des fautes. Ce n'est pas très grave ça. Au contraire, on est très admiratif que vous puissiez parler français, vous exprimer dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc voilà. Première chose. La deuxième chose, c'est quand on va vers Lafayette ou à Arnaudville et que au restaurant, ils nous parlent un français assez ancien en disant c'est pas le vrai français. Je suis pas d'accord. C'est du français. C'est du français qui apporte beaucoup à la langue française. Et ça, c'est important. C'est vrai, on a mis en place il y a 3 semaines, a été mis en place le dictionnaire des francophones. Et le dictionnaire des francophones, c'est un outil formidable. Je vous invite à le lire, à regarder chercher en ligne, c'est très facile d'accès. Vous tapez des termes, en fait, des mots qui sont francophones et qui viennent du monde entier, en fait. Et avec l'explication un peu contextuelle. Ça, c'est formidable. Et je pense que le français louisianais, c'est une formidable richesse pour la langue française, tout simplement. Donc, il n'y a pas de français standard. C'est pas grave de faire des fautes en français. Et nous, notre rôle, c'est de vous encourager tous à continuer à parler français et essayer de créer des opportunités pour s'épanouir un peu en français, pour réussir en français, pour échanger en français, pour être vous-même en français. Oui. En parlant de ça, évidemment, l'histoire et l'héritage de la Louisiane sont profondément enracinés en français, mais lorsque l'on parle de la francophonie de cet État, on parle non seulement du français, mais aussi du français régional louisianais et du créole louisianais. Quelles étaient vos premières impressions de la francophonie louisianaise quand vous êtes arrivé en 2017? Alors, quand je suis arrivé en 2017, j'avais une vision un peu caricaturale. Je savais qu'en pays cajun, comme on dit, il y avait un français ancien qui n'est pas celui qu'on parle tous les jours dans le métro dans une grande ville en France, mais qui est aussi légitime, aussi intéressant et riche. Ce qui m'a un peu surpris, c'était, en toute sincérité, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'écoles, autant d'élèves qui parlaient aussi bien français. C'est quand même extraordinaire, ces petites Louisianaises qui parlent très bien français, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources pédagogiques ou il n'y a pas beaucoup de programmes télé français. Voilà, c'est simplement et c'est aussi magnifiquement du français appris à l'école, en classe. Et ça c'est formidable.
Et je dis souvent que si les petits Français et les petites Françaises pouvaient parler aussi bien anglais à leur âge que les petits Louisianais, on serait très fiers. Voilà, donc ça, c'est l'image que je n'avais pas vraiment très nettement. Après, j'en avais une vision assez juste aussi, parce que quand j'étais au cabinet du ministère de la Francophonie, on avait fait un projet avec la Louisiane, ça s'appelait le Grand Tour francophone, et l'idée, c'était d'avoir un tour du monde des régions où on parlait bien français. Évidemment, la Louisiane était dedans. Voilà. Après 4 ans ici, ce qui parfois me surprend, c'est la perte d'énergie pour une revendication identitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on rappelle ce qui s'est passé il y a 100 ans en Louisiane sur l'interdiction du français, sur le fait que les petits francophones étaient tapés à l'école s'ils parlaient français, le fait qu'ils ne parlaient pas à la maison le français et donc que cette langue s'est perdue pour leurs enfants. Tout ça est vrai, tout ça est douloureux, mais on est en 2021 maintenant. Donc, il faut quand même aussi essayer de se projeter en français d'une façon positive et désinhibée. Voilà. Le français, voilà, comme dit Joseph Donne, hein, ce militant, c'est pas une langue étrangère en Louisiane. C'est vrai, mais ça pourrait le redevenir si on ne fait pas des efforts. Donc, il y a un combat identitaire que je comprends, mais il faut être beaucoup plus inclusif. Il faut être inclusif et ouvert sur le monde. Et le fait que la Louisiane ait rejoint l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une porte formidable pour tous les francophones en Louisiane. Donc, il faut utiliser cette institution. Il faut utiliser l'invitation qui va être faite pour le prochain sommet de la francophonie en Tunisie pour échanger avec d'autres régions où le français n'est pas dominant. Ça, c'est formidable. Donc, c'est un peu ça ma vision. Mais vous voyez, ce n'est pas statique, ça bouge. Hein. Il y a 4 ans, la Louisiane n'était pas à l'OIF. Il y a 4 ans, il n'y avait pas ces plateformes. Il y a 4 ans, il n'y avait pas 39 écoles d'immersion. Je crois qu'il y en avait moins de 30. Donc, ça, c'est plutôt très encourageant. Oui, merci. Maintenant, je vais relancer sur le thème de culture et d'art dans cette prochaine question concernant le projet LSU's Got French Talent, qui se concentrera sur le lien entre les arts et la francophonie. Il y a 4 catégories: la musique, l'écriture créative, l'art visuel traditionnel et l'art visuel numérique. Comment trouvez-vous que la langue française et l'histoire française ont influencé l'art et la culture de la Louisiane? Alors, je pense qu'on pourrait écrire un livre là-dessus. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Avec Audouin qui est avec nous, on est en train de travailler sur une série de posts, d'articles sur la Louisiane vue par les artistes français. Et c'est vrai qu'on a fait quelques petites recherches pour voir un peu. Je vous parlais de la fascination qu'avaient les Français pour les États-Unis, mais je crois que c'est une fascination qui est dans les deux sens. Et c'est vrai que les Américains aussi sont fascinés par la culture française. Et ce qui nous a frappé aussi, c'était le fait qu'il y a une grande diversité des œuvres. Alors, on parlait de Chateaubriand, des Natchez, jusqu'à la disparition, il y a 10 jours, de Bertrand Tavernier, qui a fait une adaptation de l'œuvre de James Burke, dans La Brume électrique. Et je pense que cette dimension, elle est toujours là. Si vous parlez de la musique, oui, la Nouvelle-Orléans, la Louisiane est très connue en France pour sa musique, pour le jazz. Il y a beaucoup d'artistes français qui sont venus. Je plaisante souvent avec mon équipe en disant, vous ne les connaissez pas aux États-Unis, pas tant que ça, mais Johnny Hallyday est peut-être un des artistes français les plus connus en France, le plus de succès depuis, qui est décédé, hein, mais qui a le plus de succès depuis 50 ans. Il avait une fascination pour les États-Unis. Et avant de décéder, un des derniers voyages qu'il a fait, c'était de venir à la Nouvelle-Orléans. Alors, il avait chanté à la House of Blues, hein, mais il était revenu à la Nouvelle-Orléans pour faire le road trip jusqu'en Californie. Et il a commencé à la Nouvelle-Orléans. Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire que pour lui, l'origine de son inspiration, c'était le blues de ce sud des États-Unis, que ce soit la Louisiane, le Mississippi, l'Alabama, et remonter vers la Californie, parce qu'évidemment, il était fasciné par les road trips et par l'American Way of Life. Mais je pense que cette influence, elle est très
elle est très profonde. Et ça va au-delà de café du monde, de café au lait, des croissants et des beignets. C'est pas ça. Ce qui intéresse, je pense, les artistes français, c'est cette vitalité que l'on a ici en Louisiane. Et puis c'est aussi ce gumbo, hein, ce mélange incroyable de cultures, que ce soit la culture créole, des anciens esclaves aussi, françaises, hein, cadiennes, locales, qui fait vraiment la richesse de la Louisiane. Et je pense on y est très attaché. Alors nous, au consulat et l'ambassade, on travaille maintenant, là, en ce moment, hein, sur des projets de résidence, donc avec le Jazz Museum, mais aussi avec le lieutenant-gouverneur, pour faire venir un artiste français, un musicien, chaque année à la Nouvelle-Orléans, et qui puisse s'inspirer de cette vitalité pour une œuvre artistique, et puis aussi qui donne en retour, hein, c'est-à-dire qu'il puisse aussi avoir un contact avec les étudiants, la jeunesse louisianaise. Donc on est sur le point de signer et je pense que ce sera un bel événement. C'est très important. Une autre dimension qui est importante et de plus en plus importante à la fois en France et aux États-Unis, c'est tout ce qui est la mémoire de l'esclavage. Et je pense que s'il y a un pays qui doit expliquer un peu sa responsabilité, son rôle dans la traite, c'est la France. Et donc, ça, c'est une dimension importante sur laquelle on va travailler dans les années à venir pour mieux expliquer ce que c'était. Et puis, pour essayer aussi d'avoir des partenariats qui nous permettent de faire venir des enseignants, mais enfin des scholars, des spécialistes entre universités. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment répondu précisément à votre question sur l'art et sur la littérature, sur les dimensions, mais sachez en tout cas qu'il y a une programmation culturelle intense dans toutes les dimensions. C'est vrai, en revanche, que les arts visuels numériques, pour parler comme un diplomate, sont un peu en dessous de leur potentiel. Voilà. En Louisiane, en tout cas. Je pense qu'il y a d'autres États américains qui sont plus dans les arts numériques. En Louisiane, pas encore, pas trop. C'est vrai que c'est un État très porté sur le patrimoine, sur l'architecture, sur la musique que l'on a héritée. Donc ça, c'est aussi, il faut faire avec. Je ne pense pas qu'il faille plaquer nos idées à nous sur une réalité. La réalité, c'est qu'en Louisiane, on est plus intéressé par le quartier français, par l'architecture, par la musique, et les arts numériques, pas tant que ça, mais ça peut se développer. Hein. Il y a aussi le CSI qui fait des choses. Et puis, une autre dimension qui prend de l'essor aussi, c'est tout ce qui est le street art. Vous avez des artistes comme B-Mike qui sont très connus et on était très content de travailler avec eux pendant la nuit des idées. La nuit des idées, c'est un débat qu'on a la nuit dans tous les États, enfin dans le monde entier, mais aussi aux États-Unis. Et on était très heureux que cette année, pour la première fois, la Nouvelle-Orléans ait fait partie de l'opération. Et c'était avec B-Mike. Donc, pour vous dire que ça bouge aussi et que oui, il y a toujours cette fascination. Oui, des artistes pour la Louisiane. Super réponse, merci. Puisque le concours représente 4 domaines d'art, j'aimerais savoir, parmi la musique, les arts visuels et la littérature, avez-vous un artiste ou écrivain qui vous inspire le plus et pourquoi? En général ou en Louisiane? Ah oui? Moi, je suis pianiste amateur, donc j'aime bien le piano. Mais je suis un terrible pianiste. Hein. J'ai fait ça pendant 20 ans et c'est juste maintenant un hobby. Mais oui, j'adore la musique. J'adore la peinture aussi. Et je trouve que vous avez de beaux musées ici en Louisiane, que ce soit à la Nouvelle-Orléans, mais pas qu'à la Nouvelle-Orléans. Bâton Rouge a un très beau musée. Elle est issue avec de très beaux artistes louisianais. C'était une belle découverte. Lafayette aussi a un beau musée. Je pense que voilà, toutes ces institutions, ce sont des lieux intéressants. Après, je pense qu'en musique classique, c'est-à-dire que la place du jazz ici et du blues est tellement forte que la musique classique est un peu, elle n'est pas délaissée, mais elle n'est pas encore, elle est plus ce qu'elle était. C'est vrai qu'il y avait un opéra avant ici,
qui a brûlé, hein, qui a été reconstruite, etc. Mais c'est pas une grande place de la musique classique, ça pourrait l'être, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs aussi, il y a beaucoup de mélomanes. Mais là encore, ce qui est important, je pense, c'est de casser les images, casser les clichés sur la musique. Vous n'avez pas besoin d'aller en smoking pour aller écouter de l'opéra. Vous n'avez pas besoin de prendre une coupe de champagne pour écouter du piano. Voilà, vous pouvez aller en jean aussi et en t-shirt. Je trouve que c'est très important de casser ces clichés. Et la meilleure façon de faire, c'est d'en parler aux jeunes, aux jeunes, aux très jeunes et aux ados. Parce que les ados, après, écoutent autre chose. Et finalement, ils s'éloignent de ça en se disant, bon, moi, je préfère, je sais pas, BTS à Schumann ou à Schubert ou à Debussy. Pourquoi pas, mais en fait, il ne faut pas opposer les deux. On peut aimer BTS et on peut aimer Schumann. Voilà. Mais il n'y a pas d'exclusivité. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on essaye de faire. En tout cas, nous, dans notre action pour répondre au quotidien, on essaye au maximum d'essayer de casser ces clichés sur ce qu'on fait, sur les diplomates, sur les ambassades. On est des partenaires, on n'est pas on n'est pas des pièces de musée. Donc, on aime bien aussi aller sur le terrain et faire des choses. Une opération qu'on avait menée, par exemple, pour ça, c'était on avait fait Diplomat of the Day. Donc, on avait invité 3 adolescents. On a fait un appel à candidature. Et l'idée, c'était que ils devaient parler français, mais ce n'était pas une obligation. Hein, c'était mieux pour eux. Mais. Et donc, ils nous suivent une journée. Vous voyez la journée type au consulat. Et donc, on avait eu trois étudiantes qui nous avaient suivi une journée, qui étaient diplomates un jour. Donc, on leur avait donné les clés de nos réseaux sociaux. Et c'est elles qui avaient animé l'Instagram, le Twitter, le Facebook du consulat et qui avaient relayé un peu nos actions. Donc, c'était bien, on leur avait expliqué aussi ce qu'on faisait concrètement. Voilà. Moi, j'aime bien casser un peu les images. Donc, je vous ai répondu longuement. Le piano, la peinture. Super. Pour moi, il est difficile de penser à la langue française et aux arts sans discuter du cinéma français. Je sais que le consulat aime bien souligner les contributions des cinéastes franco-américains comme Aloura Bouvier et Austin Alwar avec la série 3 questions. À votre avis, pourquoi est-ce que le cinéma français ou franco-américain est si important pour promouvoir le français? Parce que c'est une formidable ouverture sur l'imaginaire. En France, voilà, avec le cinéma, vous pouvez partir dans une langue. Vous savez, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de regarder un film en version originale et essayer de le sous-titrer si on peut, mais toujours regarder en version originale. Après, le cinéma ici, il est vivant et voilà, vous parlez de Elward et Bouvier. Ce sont des jeunes cinéastes plein de talent et qui vont continuer de travailler. Ce qui est aussi intéressant aussi, on parlait souvent de l'industrie du cinéma ici. Ah, c'est plus comme c'était avant. Oui et non. C'est vrai qu'il y a eu une crise du cinéma en Louisiane, mais il y a eu beaucoup d'incitations fiscales, notamment pour refaire démarrer les productions. Il y a beaucoup de tournages. Il y a eu beaucoup de tournages français ici. Il y a beaucoup de tournages américains. Chose. Et puis, ce qui est aussi intéressant, et je pense que ça existait un peu moins avant, c'est cette relation entre la Louisiane et la Californie. Il y a beaucoup de jeunes louisianais ici qui ont fait leurs études ici et qui finalement ne trouvent pas les opportunités économiques, partent en Californie parce qu'ils pensent qu'il y a plus de travail, et c'est vrai qu'il y a certainement plus d'emplois, se rendent compte que la Californie, c'est aussi un univers compétitif, hein, le coût de la vie est très cher, et que souvent, pas souvent, mais il y en a un certain nombre qui rentrent en fait, et ils rentrent de Californie vers la Nouvelle-Orléans ou vers Baton Rouge essentiellement, et ils apportent beaucoup parce qu'ils apportent aussi un esprit un peu start-up, un esprit d'ouverture qui fait du bien aussi. Et je pense que sur le cinéma aussi, il y a beaucoup d'initiatives en ce sens. Nous, on soutient le French Film Festival. Ça n'a pas été facile pour eux cette année ni l'an dernier. On est très fiers d'être à leur côté et on espère que la prochaine édition sera encore plus de succès. C'est difficile de faire de la production audiovisuelle quand les gens ne peuvent pas aller au cinéma ou quand il y a peu de salles ouvertes. Donc,
le Covid, évidemment, était une énorme crise pour, pas simplement en Louisiane, aux États-Unis, mais en France aussi. Donc, il y avait beaucoup de productions qui ont été faites en 2019, 2020 et qui sont toutes reportées à 2021, 2022, 2023. Voilà, donc il faut être patient aussi. Et c'est très important d'aller effectivement les soutenir, d'aller au cinéma. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire connaître leurs œuvres. Oui, merci. C'est tout pour mes questions. J'ai une question supplémentaire posée en avance par un membre de notre audience, Michael Ho, un étudiant à l'Université de l'Alabama à Birmingham. Alors, la pandémie COVID-19 a démontré l'importance des sciences humaines et des arts pendant la période de confinement. Cela dit, y aura-t-il des efforts accrus pour promouvoir l'art et la musique française aux États-Unis par le gouvernement français? Alors, je vais pas parler au nom du gouvernement français, je vais vous dire ce que nous on fait ici. Oui, on va continuer. Différents projets. On a un partenariat, par exemple, avec NOCA, qui est un conservatoire d'art pour les jeunes louisianais à la Nouvelle-Orléans. Donc, on leur donne un espace d'expression artistique à la résidence. Donc, on l'a fait il y a 1 an et demi avec des mains en silicone. Vous pouvez voir sur Instagram, il y a beaucoup de photos. Là, au mois d'avril, ils vont installer leur 2e projet, qui sera aussi intéressant et spectaculaire. Vous verrez, on en fera une communication. Donc ça, c'est un partenariat qu'on va continuer. Je vais parler de la musique. Oui, le partenariat avec le Jazz, New Orleans Jazz Museum se poursuit, et donc la résidence va se faire. On travaille aussi avec le Festival international de Lafayette. On essaie d'avoir des artistes français. Ça, c'est important. Et puis, l'autre chose que je voulais dire un peu plus générale, c'est qu'avec tous ces confinements, tous les lockdowns, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont senties l'âme d'un écrivain, d'un artiste. Et donc, il faut s'attendre à beaucoup de productions aussi en 2022, 2023, 2024, de toutes ces personnes qui ont profité du fait d'être enfermées pour écrire, pour faire des tableaux, pour faire des vidéos. Et ça, alors tout sera pas excellent, tout sera pas d'excellente qualité, mais en tout cas, ça témoigne que dans les périodes de crise aussi, on a un attachement presque viscéral à la culture et à ce qui nous relie à l'autre. Voilà. Donc, le Zoom, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est un outil pas idéal, pas parfait, mais qui nous permet vraiment de garder le lien. Donc ça, c'est important. Donc, on va continuer, nous, à soutenir ces initiatives. OK, avec cette réponse finale, nous avons atteint la fin de notre entrevue. Ça fait un grand privilège et plaisir d'examiner la richesse culturelle de Louisiane avec vous, M. Sioma, de la part de l'équipe LSU's Got French Talent, le Cercle français et nos spectateurs. On vous remercie. Merci beaucoup. Je vous félicite d'abord de votre niveau en français, de vos initiatives. Il faut continuer et puis on est à votre disposition pour continuer ce partenariat. Merci beaucoup, Abby. Merci. Chers spectateurs, rejoignez-nous la semaine prochaine, le vendredi 16 avril, pour le concours de talent. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.